Bonjour et bienvenue sur rmiinfo.com. Aujourd'hui, voilà, nous vous proposons la seconde partie de votre émission Décryptage spécial élection présidentielle sur les enjeux justement de cette présidentielle. On l'a dit tout à l'heure, Mohamed Ghazouani, Sid Mohamed Boubacar, Khan Hamidou Baba, Biram Ould-Abeid, Mohamed Mouloud, Mohamed Lemine Oulelbavi sont les candidats en lice pour cette présidentielle pour succéder à Mohamed Abdelaziz qui ne s'est pas représenté la Constitution ne lui permettant pas. La campagne est ouverte depuis le 7 juin 2019. Pour décrypter cette seconde partie, voici Naira Samper. Naira, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Mamoudou Baïdigaï, bonjour. Bonjour Seydou. Alors, deux journalistes voilà, en Mauritanie et ici en France, voilà, connus et reconnus par la profession. Merci d'avoir accepté voilà, de donner votre point de vue, en tout cas vos éditos sur cette édition et sur ces élections présidentielles en Mauritanie. Ma première question, elle va s'adresser voilà, à Mamoudou. Comment est-ce que les médias mauritaniens traitent finalement cette élection présidentielle? Est-ce qu'il y a un engouement? Bon, moi je pense que c'est à la veille de l'ouverture des campagnes. Ça ne change pas. C'est comme les années passées où les médias, vraiment, leur positionnement par rapport aux élections, c'est tout simplement quelque chose qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. C'est toujours monotone. Quand je parle de monotonie, c'est par rapport vraiment aux sujets qui sont traités par la presse. Mais il faut savoir aussi, c'est par rapport aussi à l'organe de régulation qui est la haute autorité de la presse. C'est eux qui sont vraiment les gens qui vont donner l'aval par rapport à ces médias de pouvoir vraiment vulgariser les campagnes. Donc vous savez, en Mauritanie par exemple, quand on revient par rapport à RFI au niveau international, eux ils ont fait une présentation parce que les médias internationaux, leur vision, c'est l'ouverture des campagnes et les résultats. Ils ont par exemple une vision globale. Tandis que le Mauritanien lambda, lui, ce qu'on lui donne aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, on voit à la télévision, c'est la guerre des images. Et cette guerre des images sape vraiment les programmes des candidats. Donc, d'où aujourd'hui, je pense que la presse, au lieu d'être acteur, la presse suit les candidats. Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Bon, il faut savoir aussi que ils ont repoussé le moment où finalement ils allaient devoir s'adresser au grand public en Mauritanie au dernier moment, parce que à ce moment-là, naturellement, on posera pas les questions qui sont les plus brûlantes, celles auxquelles les Mauritaniens veulent avoir des réponses. Comment est-ce que ces personnes-là... Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de promesses en Mauritanie, mais ça, on en a toujours eu. Entendu, oui, voilà. Oui. Mais comment est-ce qu'on va réaliser ces promesses? Quelles sont les personnes qu'on va choisir pour aller avec nous, pour nous accompagner dans la réalisation de ces programmes? Là, il n'y a rien. C'est le flou total, on ne sait pas ce qui se passe. Donc. Alors, quand on est dans les questions médias, rappelons de l'affaire Wouldjidou et l'affaire de Wadadi, cette affaire dont il y aurait eu des ramifications à l'étranger. De quoi est-il le nom finalement? Je pense que finalement, ce qu'on reproche, c'est que le travail journalistique en Mauritanie ne peut pas être réalisé de manière normale. Donc, à partir de ce moment-là, on a des personnalités publiques, comme par exemple Abdelrahman Ould-Abeid ou Cheikh Ould-Jedou, qui se sont déjà illustrés par le passé lorsqu'il y a eu le mouvement du 25 février, et qui ont déjà pris position et qui ont des convictions politiques. Et ces convictions politiques les obligent finalement à investiguer, notamment dans ce qui est fait par le président et sa famille et son entourage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont informés, ils voient des informations qui sortent sur aljazeera.net qui leur expliquent qu'il y a de l'argent qui a été gelé dans des comptes à Dubaï et que vraisemblablement cet argent serait lié au président de la République. Forcément, ils ne font que reprendre ces informations et les diffuser via leurs canaux. Donc, ils n'inventent pas la poudre, ils font que reprendre quelque chose. Maintenant, on pourrait peut-être se poser des questions quant à l'origine de la source, qui est quand même le Qatar, qui lui-même n'est pas dans une très bonne relation avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Donc, il y a pas mal de ramifications derrière tout ça
qui parle de la politique étrangère, de la politique intérieure de la Mauritanie, et tout ça est extrêmement lié. Alors, vous parlez de Qatar, on va enchaîner sur la sécurité. Est-ce que, comment dire, la question de la sécurité, on sait que voilà, la Mauritanie est entourée, et en tout cas est dans une zone un peu particulière où il y a le terrorisme et autres fléaux de ce genre liés à la sécurité. Est-ce que la question de la sécurité occupe une place centrale dans cette campagne? Là, pour le coup, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup été abordée. On est vraiment resté. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment les promesses de ce qu'on va faire dans le futur. Mais effectivement, ça, c'est l'un des atouts majeurs de du régime précédent et donc forcément de celui qui arrive à travers Ghazouani. C'est finalement le bilan. Vous l'avez déjà présidentialisé. Oui, je pense que moi, je l'avais déjà vu bien avant parce que moi, je les appelais le triumvirat. Donc, on avait Elioun Mohamed Val, Mohamedoul Abdelaziz et Ghazouani. Donc, Elioun Mohamed Val a fait sa petite transition de 2 ans. Monsieur Aziz a pris le pouvoir pendant 10 ans. Bon, maintenant, c'est le tour du 3e larron, comme on dit. Je pense. Bon, vous savez, sur les questions sécuritaires, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est l'image de la Mauritanie au niveau international. Je pense qu'Aziz, quand même, le président, a réussi quand même, quel que soit Alpha, à positionner la Mauritanie dans des points stratégiques qui lui permettent aujourd'hui, au niveau international, d'être entendu par rapport à la création du G5 Sahel dans la péninsule arabique. Et aussi, c'est cette image qui fait qu'aujourd'hui, comme j'avais écrit un article en disant Aziz berne le monde. La lutte contre le terrorisme excuse tout. C'est-à-dire, au-devant des grandes violations de droits humains au niveau international, la sécurité passe avant toute chose. Donc, toute personne ou bien tout régime qui focalise les 90% de ses moyens sur la sécurité est le bienvenu. Nous savons vraiment la sécurité en Afrique quand même, c'est beaucoup de dérapages, il n'y a pas d'enquête vraiment très sérieuse sur leur présence en Afrique. Et aussi avec des graves violations, des accusations, et comme on le dit, c'est les Occidentaux et personne ne va voir l'issue vraiment quand on les pointe du doigt par rapport à la sécurité. Naira, est-ce que, comment dire, si on parle du point de vue de la sécurité, est-ce que la Mauritanie est définitivement éloignée de ces fléaux compte tenu du bilan de Mohamedoul Abdelaziz jusqu'à présent, qu'on se dit quand même que beaucoup d'observateurs jugent de défendable sur le terrorisme? Moi, je pense qu'au niveau du terrorisme et du bilan sécuritaire, je pense qu'en fait, on n'a pas réussi jusqu'à présent à analyser les raisons du pourquoi il n'y a pas de terrorisme en Mauritanie. Non. On a eu des pistes qui nous ont permis de penser que peut-être au niveau du régime militaire, il y avait une sorte d'entente avec certains groupes, avec certains groupes terroristes, leur disant bon voilà, on vous laisse passer ici et puis vous laissez la Mauritanie tranquille, où on peut fermer les yeux sur telles et telles activités. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais il faut forcément se demander pourquoi il y en avait eu avant et pourquoi là pendant 10 ans il n'y en a plus. Ouais. C'est une question qu'on doit se la poser en tant que même citoyen. Comment se fait-il? Quels sont les moyens qui ont été mis qui n'étaient pas là? C'est toujours on a toujours le BASEP, on a toujours les mêmes organismes qui sont là. On n'a pas une nouvelle équipe spécialisée ou en collaboration avec des Américains ou je ne sais quels extraterrestres encore. Il n'y a pas, c'est toujours les mêmes moyens. Donc qu'est-ce qui fait que là maintenant la Mauritanie n'est plus touchée? Ça c'est une question auquel on n'a pas réussi à répondre. Alors parlons à présent des relations avec les pays voisins. Est-ce qu'on pourrait envisager avec qui viendra au pouvoir éventuellement et au retour de la Mauritanie à la CEDEAO? Moi, je ne comprends pas pourquoi la Mauritanie l'a quitté déjà dans un premier temps. Donc, effectivement, déjà, le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la politique africaine de nos candidats. On ne sait pas quelle est leur politique, quelle est la doctrine de politique étrangère de la Mauritanie. Et leur politique arabe, est-ce que c'est le moins clair? Parce que politique la Mauritanie arabe a les pieds sur les deux, sur les deux ensembles. Oui, mais la politique arabe, c'est une politique qui consiste à suivre les monarchies du Golfe, entre guillemets, dans leur équipée guerrière, que ce soit au Yémen, donc vis-à-vis d'une population qui est carrément qui est à l'agonie, et aussi par rapport à leur vision vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire ces gens-là veulent nous entraîner dans des choses qui ne nous regardent pas, entre guillemets, et qui fondamentalement presque n'existent pas aussi.
Donc, bon, vous savez au niveau de la sous-région, aujourd'hui, la Mauritanie se positionne comme un exemple dans la sous-région, dans la sécurité quand on parle du terrorisme. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, comme elle a bien dit, au niveau de la diplomatie, la Mauritanie a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, aujourd'hui, on le voit par rapport à nos rapports avec nos voisins. Mais force est de reconnaître aujourd'hui la Mauritanie, son retour dans le concert de l'Afrique dépend essentiellement de leur politique par rapport à l'économie, par rapport à cette monnaie qu'on appelle l'Ouguiya aujourd'hui, qui est quand même quelque chose d'unique en Afrique, je peux dire, parce que par rapport à cette devise qu'on ne peut pas monnayer au niveau international. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une diplomatie qui dort. Cette diplomatie qui dort aujourd'hui en face internationale est en train de crier sur le toit, mais nous savons intérieurement que nous avons des problèmes avec nos voisins. Quels sont les voisins moins que le régime qui va venir va mettre sur pied? Avec le Sénégal, nous sommes forcés à être ensemble parce que c'est l'enjeu du pétrole et du gaz. Donc forcément, il y aura des compromis par rapport vraiment à la stabilité dans la sous-région. Alors, restons sur les questions internationales et scénarios probables ou en tout cas envisageables ou pas. Si Mohamed Boubacar arrive au pouvoir, est-ce que, comment dire, la Mauritanie peut être perçue comme, par exemple, l'Égypte de Morsi? Personnellement, je pense que on n'est pas encore dans cette configuration-là. Mais néanmoins, il faut se demander pourquoi est-ce que Tawassoul a choisi quelqu'un comme Sidi Mohamed Boubacar. Ça, c'est véritablement la question. Donc, eux, ils choisissent qui? Ils choisissent un technocrate qui, pour ma part, je pense, n'a pas de conviction politique. C'est quelqu'un qu'on peut utiliser, qu'on soit de droite, de gauche, du centre. En transhumant, comme on dit en Mauritanie. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui est un transfuge, c'est quelqu'un qui peut passer. Il est transverse, il passe partout. Donc, peut-être, eux, ils cherchent quelqu'un qui a déjà une expérience à l'international, au niveau comme c'est un haut fonctionnaire. Oui, il a été Premier ministre en Mauritanie. Et qui a énormément de contacts ici en France, avec des politiciens français, des groupes français. Bon, je pense que c'est peut-être ça qu'ils cherchent, c'est plutôt une entrée, une façon d'être bien vu à l'extérieur. Oui, c'est en politique. En politique, vraiment, tous les coups sont permis. Et aussi, les voisins moins, lui légitimer sa présence en tant que haut responsable qui a suivi le régime de Taya, même dans des moments les plus difficiles. Aujourd'hui, le parti Tawassoul ne pouvait pas positionner un islamiste de chou. Ça va être mal vu au niveau international quand on parle des questions de l'islamisme radical et tout ça. Donc, aujourd'hui, cette personne-là, comme elle l'a dit, c'est la personne qu'on met en avant tout en utilisant la philosophie de Lénine. Ok. Question média à présent. Comment est-ce que les candidats à l'élection présidentielle, les différents candidats en présence, ils déploient leur stratégie sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Moi, je pense qu'ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux à travers Facebook, à travers WhatsApp. Aujourd'hui, on voit, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est la guerre des images. Aujourd'hui, on voit vraiment tout ton folklore. On ne voit pas les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une présence, une marée humaine par rapport à ces candidats-là? Mais au-delà de tout ça, on sait qu'aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, il y a des informations qu'on véhicule à travers les réseaux sociaux qui ne sont pas des informations fiables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le recul des journalistes par rapport vraiment à ces élections, pour que les journalistes, on les mette au cœur de ce qui se passe. Mais à travers les réseaux sociaux, quelqu'un peut venir par rapport à son candidat, balancer une info, quitte à prendre d'autres images qui n'étaient même pas des images par rapport à temps réel, le balancer, tout ça, ça peut permettre, comme je l'ai dit, des coups qui permettent à dire ce candidat-là, vraiment, il a une marée humaine. D'occuper le terrain. D'occuper le terrain, mais on sait que les images, vraiment, ça ne va pas vraiment nous donner vraiment cette élection qui va se poser sur des débats d'idées, sur des questions qui fâchent, mais tout simplement, on est dans le superficiel. C'est ce qui fait, des fois, c'est l'émotion qu'on met en avant. Oui, je pense qu'en Mauritanie, on n'a pas encore une culture médiatique qui est très
poussée. Donc forcément, ce qu'on voit, c'est des candidats qui font des discours qui sont filmés par la télévision nationale, repris par les autres chaînes, où il n'y a pas de questions. En fait, c'est une personne qui est en train de délivrer un programme, qui dit voilà, bon, dans tel domaine, voilà ce que je vais faire. Voilà, c'est un monologue, personne ne répond. Et surtout, ce qui était important finalement, ce que moi j'aurais voulu voir à la télévision mauritanienne, même à la télévision nationale, c'est ces personnes-là face aux acteurs de la vie publique, que ce soit les associatifs, que ce soit les journalistes, et ça, personne ne les a confrontés encore à cette réalité. Alors, en 2008, Mohamed Ould-Matou, à l'époque soutien de Mohamed Ould Abdelaziz, avait lancé Dawa TV, chaîne qui existe toujours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines chaînes qui roulent pour certains candidats? Non, vous savez, en Mauritanie, les télévisions privées, tout simplement, c'est le moment où ils vont avoir beaucoup d'argent, je le dis, après une expérience vaquée. Oui, c'est les Moubadara, c'est le mouvement de soutien, tout ça. Donc, eux, c'est pas leur problème de mettre en avant les programmes que les populations veulent voir ou entendre. Mais le problème, c'est de voir comment on va avoir beaucoup d'argent qui nous permettent, au sortir de ces élections, de pouvoir fonctionner nos chaînes. Donc, pendant les périodes maigres. Vous savez, Dawa TV, Dawa TV, on sait bien que c'est une télévision qui était venue pour accompagner la candidature de Mohamed Ould Abdelaziz. Oui. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas représentatifs au niveau national. Parce que la couverture nationale, c'est la télévision nationale et la radio nationale qui font cela. Oui. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître, par rapport à ça, les télévisions privées, ils vont essayer d'avoir vraiment des d'attaches par rapport à certains partis qui leur donnent plus d'argent. C'est pourquoi tu vois, des fois, on fait des boucles par rapport à des meetings. Tout ça, c'est par exemple quelqu'un qui veut se voir, il va faire son Moubadara, il est prêt à payer de l'argent, c'est des télévisions privées. Et pour sortir vraiment demain, en disant au candidat, vraiment, c'est une monnaie d'échange. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est juste de la tambouille. C'est vraiment une mauvaise cuisine qui nous est faite ici. Autant intellectuelle que morale, parce que franchement... Sur tous les plans. Oui, on voit bien que c'est... Malheureusement, la période des élections en Mauritanie, c'est une période où les gens peuvent gratter quelque chose. Ouais. Et c'est terrible à dire, mais... C'est également valable pour les médias. Oui. Alors, pour les médias, restons-y. Est-ce qu'on peut envisager ou imaginer un débat entre les candidats en présence de journalistes, un débat pour cette présidentielle? Ce serait vraiment, franchement, si ça se faisait, ce serait extraordinaire, mais j'en doute. Non, il n'y aura pas de débat. Le seul débat qu'on a organisé, c'est entre Sidi Cheikh Abdallah, on se rappelle, et Ahmed Dada. Oui. Pour le débat, nous, par exemple, au sein, quand j'étais en Mauritanie, au sein de notre structure, on avait envisagé de faire un débat avec les 4 candidats en 2014. Oui. Mais tous les candidats avaient donné leur aval, y compris Abdelaziz avait refusé, il avait des réserves, et aussi, comment il s'appelle, Boudialoul Humaid. Mais pour vous dire, aujourd'hui, tous les médias en Mauritanie n'ont pas cette chance de faire un débat où on va inviter le public et les journalistes qui vont poser les vraies questions. Donc ça, ils ne vont jamais le faire. Parce que je vous dis... Parce que, vous savez pourquoi? Parce que la haute autorité de la presse a les mains liées. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette indépendance qui leur permet vraiment d'organiser le débat. Et eux, ils sont la seule structure qui peut le faire. Mais cette structure, si vraiment tu es nommé par le président de la République, forcément, tu ne peux pas vraiment sortir certaines questions qui font qu'aujourd'hui, tu peux vraiment perdre ton poste. Force est de reconnaître aujourd'hui, nous avons quand même une conscience qui est en train de naître en Mauritanie, ça il faut le reconnaître, à travers les langues nationales qui sont mises en rade par rapport à ces médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une politique qui permet aujourd'hui de dire les 2 langues qui se valent, c'est le français et l'arabe, et tout le monde ne lit pas. Par exemple, tout le monde ne lit pas, tout le monde n'entend pas arabe. Mais sur les langues nationales, sur des vraies questions, les populations en ont besoin pour avoir l'information en temps réel. C'est pourquoi les gens votent sans même comprendre vraiment ce qu'ils font. Oui. Alors, pour finir avec ces questions médiatiques et refermer l'émission, sur quel réseau social va finalement se jouer ces élections pour les candidats? Où est-ce qu'il faut aller pour séduire? Est-ce que ce sera WhatsApp, Facebook, tout en sachant que c'est un groupe? Non, vous savez, c'est Facebook. Facebook,
qu'aujourd'hui, vraiment, par rapport à l'image, je ne parle pas parler, mais WhatsApp aussi. Mais WhatsApp, tu peux du jour au lendemain donner des résultats, sans même connaître vraiment là où ça vient, une personne, parce que c'est quelque chose qui te permet... C'est très viral, oui. C'est très viral, et aussi les gens suivent. Tu sais, la Mauritanie, ce qui est dommage, c'est le fait que nous aussi eu les rumeurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même aux journalistes réputés, aux journalistes d'investigation, c'est très difficile de le faire en Mauritanie, parce que nous n'avons pas, comme elle a dit, une culture médiatique qui nous permet aujourd'hui de se positionner par rapport à ces questions. Par exemple, aujourd'hui, si les journalistes ont la chance d'avoir Ould Boubacar lui poser, c'est la question du passif humanitaire. Quelle est sa position? Lui poser la question aujourd'hui, les détournements de fonds sur le régime d'exception, quelles sont aujourd'hui ses positions? Aujourd'hui, avoir l'occasion de poser une question à ces candidats-là, vraiment, quelle est leur vision concrètement, au-delà des littératures qu'on entend ça et là? Ben, je pense personnellement effectivement que ça va se passer sur Facebook. Et WhatsApp aussi, c'est devenu... WhatsApp, c'est vraiment un véhicule autant pour la rumeur que pour les leaks. Donc, on peut entendre toutes sortes de choses sur WhatsApp, mais malheureusement, comment les utiliser sérieusement Alors, sur ces mots se termine presque cette émission. Nous appelons également donc les journalistes mauritaniens à poursuivre leurs efforts pour un jour, peut-être dans les semaines à venir, peut-être pouvoir organiser un débat entre les différents candidats. Merci encore une fois à Mamoudou Baïdi. Merci à Ener Hassan-Père. C'était votre émission Décryptage à l'occasion de cette élection présidentielle. On se retrouve très rapidement sur rmiinfo.com.